Le 1er mai prochain, la Convergence des luttes anticapitalistes tiendra sa 5e manifestation anticapitaliste pour souligner la Journée internationale des travailleuses et travailleurs. Le 1er mai, c'est l'occasion de célébrer plus d'1 siècle d'une riche tradition de luttes ouvrières contre l'exploitation et pour la justice sociale, la dignité et la liberté. Bien, en fait, au 19e siècle, les Chevaliers du Travail, une organisation syndicale de type industriel, donc qui regroupait des travailleurs, des travailleuses de différents métiers, se sont regroupés aux États-Unis. Leur naissance remonte à 1869. Et puis, dans une large mesure, les Chevaliers du Travail sont associés à l'un des plus importants conflits ouvriers du 19e siècle aux États-Unis, qui culmine un mouvement pour, en fait, la journée de 8 heures. Un mouvement qui culmine le 1er mai 1886 à Chicago. Ça déborde sur les autres conflits locaux qu'il y avait. Donc le 3 mai 1886, ça a un impact sur une grève locale à Chicago. Il y a affrontement entre SCAB et travailleurs et travailleuses en grève. La police intervient, il y a 2 morts. Donc le 4 mai, le lendemain, il y a à nouveau un rassemblement pour dénoncer la répression policière, et c'est là qu'il y a l'attentat à Haymarket Square, et c'est là qu'il y a des morts du côté policier, du côté civil. Et là, il y a des rafles dans les milieux anarchistes. 8 anarchistes sont arrêtés, il y en a 4 ou 5 qui sont condamnés à mort. C'est en souvenir de ces martyrs, des martyrs de Chicago, que le 1er mai est devenu la fête internationale des travailleurs et des travailleuses. Comme aux États-Unis, la tradition du 1er mai au Québec trouve son origine dans des mouvements ouvriers d'inspiration anarchiste. Les Chevaliers du Travail tentaient de regrouper des travailleurs, des travailleuses sans distinction de métier, de race, comme on disait à l'époque, de sexe, de religion, au sein d'assemblées contrôlées par la base. Donc, c'est un modèle assez souple qui a permis au mouvement de se développer à l'échelle de l'Amérique du Nord. Et au Canada, au Québec en particulier, ils ont connu un vif succès, surtout à partir de la décennie 1880. Ils ont été connus au Québec tout particulièrement parce qu'après les événements de Haymarket en 1886, le clergé s'intéresse de très près à leurs activités. Un des principaux porte-parole des Chevaliers du Travail au Québec, qui s'appelait Alphonse Télesphore Lépine, qui s'est fait d'ailleurs élire un des premiers députés ouvriers dans l'histoire du Québec et du Canada, va être calomnié par l'Église catholique parce qu'il avait signé une déclaration de principe des Chevaliers du Travail, une explication de cette déclaration-là, où carrément il citait un des premiers anarchistes français, Pierre-Joseph Proudhon, pour expliquer qu'en fait, la propriété, c'est le vol. Alors ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase pour l'Église catholique. Et à partir de là, ils vont s'attaquer à Lépine et aux Chevaliers du Travail en général. Bien, en fait, ce que beaucoup de gens ignorent, malheureusement, c'est que les anarchistes, tout particulièrement ceux et celles de la communauté juive montréalaise, ont joué un rôle déterminant dans l'apparition du 1er mai comme moment politique à Montréal et au Québec en général. Les radicaux juifs avaient pour souvenir que les anarchistes étaient ceux et celles qui organisaient les manifs du 1er mai. Malheureusement, l'historiographie officielle du mouvement ouvrier a complètement gommé cet aspect-là des choses. Pourtant, il s'agit de creuser un peu, puis on peut retrouver les racines libertaires du 1er mai, qui sont loin d'être étonnantes, parce qu'après tout, les martyrs de Chicago étaient pour la plupart des anarchistes. Le premier 1er mai au Québec remonte effectivement à 1906. C'est une époque qui est un peu l'âge d'or de l'anarchisme au Québec également. C'est une période où on voit arriver depuis quelques années beaucoup de travailleurs, de travailleuses d'origine juive qui ont transité par Londres et par New York et qui sont amenés à s'établir à Montréal parce qu'on développe ici de grandes manufactures. L'industrie du vêtement se développe rapidement. On a besoin d'ouvriers, d'ouvrières spécialisés pour faire tourner les machines. Alors, ils amènent avec eux leur bagage politique, leur tradition, leur culture politique, dont les manifestations du 1er mai est partie intégrante. Donc, la crainte de ces ouvriers et ouvrières juives, c'est qu'ils manifestent seuls dans les rues de Montréal le 1er mai. Alors, c'est au sein d'un groupe qui s'appelait le groupe de l'aide mutuelle, le Mutual Aid Group,
que vont s'amorcer la réflexion sur comment on peut organiser une manif chez nous à Montréal le 1er mai. Alors, il y a des intermédiaires qui vont se charger d'aller chercher des appuis chez les anglophones, chez les francophones. Donc, il y a par exemple un Irlandais qui s'appelle Jack Dorman qui va faire ça pour les Anglos. Il y a le militant socialiste canadien-français Albert Saint-Martin qui va faire la même chose du côté des francophones. Et à ce moment-là, les conditions sont réunies pour organiser cette fameuse première manif du 1er mai. La foule va se réunir d'abord dans une salle au coin de Sainte-Catherine et Saint-Laurent et puis va déambuler dans les rues de la ville pendant un bon bout de temps. Maintenant, en passant devant ce qui était alors l'Université Laval, la succursale de l'Université Laval à Montréal, il y a des étudiants qui vont se mettre à traiter les manifestants de canailles et à ça va retentir dans la foule des cris vindicateurs « À bas le pape, à bas la calotte, vive l'anarchie !» Et là, ça, évidemment, c'est relaté dans les journaux du lendemain. Et là, c'est le lendemain, une tempête. L'opinion se dresse, l'opinion publique se dresse contre ces socialistes qui ont osé manifester dans les rues de Montréal le 1er mai. Et l'évêque de Montréal va s'élever en chaire en disant « Bon, l'année prochaine, là, que tous les amis de l'ordre prêtent leur concours, ça n'aura pas lieu l'année prochaine. C'est pas vrai qu'on va laisser ça se reproduire dans les rues de notre belle ville. » Depuis cette première manifestation à Montréal en 1906, le 1er mai est peu à peu devenu une tradition, et ce, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, non sans soulever l'ire des élites et des autorités. C'est un secret de polichinelle. La répression systématique à laquelle les mouvements radicaux font face aujourd'hui ne date pas d'hier. On se souvient de ce qui s'est passé en 1906 et on ne veut pas laisser les coups des franches aux manifestants. Les étudiants, les policiers vont se mettre ensemble et vont attaquer la manifestation. Et il y a comme ça un chassé-croisé entre policiers et manifestants qui va durer pendant plusieurs années. La police, en fait, commence très, très tôt, en début de manifestation, veut saisir les drapeaux rouges, qui sont à ce moment-là un des symboles les plus courants dans les manifs. Vous nous donnez ça, et il y a comme ça, on refuse, on laisse les gens prendre la rue parfois, mais on les attaque, on prend leur drapeau, on se sauve avec. Et on écœure aussi, en fait, tous ceux qui tentent de s'interposer entre la police et contre la police. Donc, il y a un harcèlement qui est constant et qui n'aura de cesse pendant toutes les manifestations suivantes. Le 1er mai, c'est un rituel. Comme tous les rituels, ça sert à, en gros, réaffirmer les valeurs communes, à utiliser les symboles qui soudent la communauté pour montrer la matérialité de la communauté à laquelle on s'identifie. Donc, le 1er mai joue ce rôle-là. Comme c'est un mouvement social, le mouvement ouvrier, le jour du 1er mai, on ne fait pas juste revendiquer la journée de 8 heures ou revendiquer de meilleures conditions de travail. On se met en scène comme classe ouvrière aussi. Donc, on communique, on interpelle l'État, le gouvernement, le patronat, mais on parle aussi à la classe ouvrière. Et cet exercice de mise en scène, il vise en gros à montrer qu'on est digne, qu'on mérite d'être écouté, qu'on mérite d'être respecté. Il montre par l'action de masse qu'on est unifié. C'est la classe ouvrière qui agit ensemble. Il montre aussi qu'elle est nombreuse, cette classe. Nous sommes nombreuses à faire grève, à être dans la rue. Donc, on est fort. Et il veut montrer aussi qu'on est déterminé. On est prêt à faire la grève pour se battre, pour avoir des meilleures conditions de travail, pour même, voire pour se libérer. Avec les années, les syndicats et les mouvements sociaux ont perdu beaucoup de leur combativité et les manifestations du 1er mai ne sont devenues qu'une simple parade contrôlée par les services d'ordre des syndicats. En Europe, il faudra attendre les années 80 avant de voir réapparaître une tendance de type action directe avec les Autonomen à Kreuzberg, un quartier populaire de Berlin. Au Québec,
Ce n'est qu'en 1972 que les centrales syndicales commenceront à organiser une manifestation à l'occasion du 1er mai, dans la foulée de la grève générale illimitée déclenchée par le Front commun CSN-FTQ-CEQ. Ça évolue, plus le 1er mai traditionnel porté par les syndicats, par les partis de gauche, s'est institutionnalisé, s'est banalisé, a été neutralisé au niveau politique, plus ça a eu un impact sur la mobilisation, sur sa portée, sur son potentiel subversif, plus on s'est éloigné de l'origine de l'action directe, de la grève générale qu'il y avait au début. Mais ça a aussi créé un espace pour d'autres types d'actions, pour d'autres types d'acteurs et d'autres types de revendications qui sont portées notamment par les groupes autonomes ou par l'extrême gauche ou par les groupes libertaires. Et pour ces groupes-là, le 1er mai est important parce que c'est un symbole qui est reconnu par tout le monde, internationalement, et où on sait qu'il y aura un espace pour manifester qu'on n'a pas forcément toute l'année. Et donc, par exemple, à Kreuzberg, à Berlin, on peut faire davantage d'actions le 1er mai qu'on ne pourrait pas forcément faire durant l'année. Donc c'est un moment d'opportunité aussi pour agir, même s'il y a les syndicats officiels qui occupent beaucoup d'espace, on peut faire des choses en marge et élargir l'espace. Et comme on dit, c'est l'extension du domaine de la lutte, quoi. On vient redéfinir le rapport de force sur le terrain au niveau tactique. 1er mai syndical à Montréal était traditionnellement, puis il est encore organisé par les trois principales centrales syndicales. Ils ont un comité intersyndical pour le 1er mai, qui fait que malheureusement, souvent, le 1er mai, c'est des permanents qui, entre eux, organisent une manif, vont inviter des politiciens progressistes à se retrouver en avant de la manif. C'est évident qu'ils vont mettre de l'avant des travailleurs et travailleuses qui sont en lock-out, qui sont en grève, mais à part leurs revendications presque corporatistes, il n'y a pas de remise en cause du système. Et ce qu'on s'apercevait, c'est que lorsque le 1er mai tombait un mercredi ou un jeudi en milieu de la semaine, ils allaient organiser leur manif du 1er mai à une autre date pour que ça tombe la fin de semaine, alors que c'est impensable là, que de dire un 1er mai, ça ne peut pas être une autre date que le 1er mai. Traditionnellement, ils ont transformé cette manifestation-là, qui était avant tout une manifestation de revendication, vers une espèce de fête, voire même une manifestation festive et familiale, alors que pour nous, on considère que le 1er mai, mais ça doit être une manifestation d'un rapport de force entre la majorité qui travaille puis la minorité qui s'accapare ce travail-là. Ça doit être une manifestation qui va revendiquer, qui doit être combative, qui doit s'opposer au capitalisme. C'est pour ça que le 1er mai, c'est hyper important. C'est une manifestation où les gens vont exprimer leur rapport de force face à la classe dominante. Y es importante darnos cuenta que tenemos que seguir reivindicando nuestros principios, nuestros derechos, ¿no? Sobre todo en un día como este, que es el 1 de mayo, acordarse un poco lo que platicábamos hace rato, que cómo comienza el 1 de mayo y que viene de la lucha de los obreros, que es un movimiento anticapitalista. Es por esto que es importante esta lucha, la solidaridad, porque somos todos víctimas de este sistema capitalista. Le 1er mai, descendons dans la rue pour célébrer le courage de ceux et celles qui, partout dans le monde, se tiennent debout devant un système capitaliste destructeur, résistent aux bulldozers de la logique marchande, refusent de se soumettre malgré une répression toujours plus féroce et qui, chaque jour, de mille et une façons, brise les chaînes de l'esclavage. Parce qu'hier comme aujourd'hui, on a raison de se révolter. Ils ne pourront jamais, ils ne connaissent pas la violence, la souffrance ou la peur. Jamais tu verras à genoux, jamais tu verras supplier. Me battrai coup pour coup. Jamais tu verras à genoux, jamais tu verras supplier. Me battrai coup pour coup.